L'histoire commence alors qu'un gars dit qu'il a besoin de talent. Il veut devenir quelqu'un, et un seul talent lui suffirait. Il est prêt à tout faire, et il met fin à ses propres jours. Le lendemain, tout le monde à l'école parle des étranges pétales qui sont apparus dans toute la ville. Notre protagoniste, nommé Touya, se dit de se concentrer et de ne pas laisser les autres le distraire. Le professeur présente une nouvelle élève, mais la fille ne lui accorde même pas un regard. Elle s'appelle Edo, et elle se présente simplement à Touya. Touya n'y prête pas attention, et le cours commence. Plus tard, Edo retrouve Touya et plonge son regard dans le sien. Elle fait remarquer que ses sourcils sont très tendus et qu'il a des cernes sous les yeux. Touya est surpris, et il part pour ne pas être en retard à son cours préparatoire. Edo parle à quelqu'un nommé Noman et dit qu'elle a compris maintenant. Après avoir bien observé Touya, elle peut voir qu'il a définitivement ce qu'il faut dans les yeux. Ailleurs, une fille est terrifiée alors qu'elle a été capturée par un fou furieux. Ce gars lui dit de ne pas s'inquiéter, mais il met fin à sa vie peu après. Cette nuit-là, Touya n'est pas satisfait des résultats d'un récent examen qu'il a passé. Cela ne lui suffit pas, et il est désespéré de trouver son propre talent. Peu importe ce que c'est, un seul lui suffira. Il le veut plus que tout, et il fera tout pour l'obtenir. Ailleurs, des policiers arrivent après avoir reçu une plainte concernant des cris très forts. Ils trouvent un gars à proximité, et il s'avère que c'est lui qui a éliminé la fille. Quelques instants plus tard, Touya tombe sur la scène et voit que le psychopathe a éliminé les policiers. Touya est contrarié, et Edo arrive pour se demander s'il est jaloux. Elle explique qu'il y a 3 émotions que l'on ressent en étant témoin du talent d'une autre personne. Ces émotions sont la crainte, la peur et l'envie. Ceux qui désirent le talent ressentent l'envie par-dessus tout. Edo semble connaître le psychopathe nommé Fish, et elle peut voir qu'il prend du plaisir. Fish la remercie car il est vraiment reconnaissant de leur avoir conféré du talent. En signe de gratitude, il prévoit de les transformer en un délicieux repas, et il les attaque. Nos héros s'échappent, et Edo présente Touya à Noman. Elle explique qu'il existe un objet qui peut ressusciter les talents des vies antérieures d'une personne, quelle que soit leur utilité dans celle-ci. Elle demande ensuite à Touya ce qu'il ferait s'il avait la chance de l'utiliser. Elle appelle cela la branche de la réincarnation, et elle sort une lame. Touya essaie de l'empêcher de mettre fin à ses jours, mais il est trop tard. Edo utilise la lame sur elle-même et reçoit plusieurs talents. L'un d'eux est le démembreur, et l'autre est le décapiteur. Touya regarde incrédule, et il réalise que c'est de là que viennent les pétales. Edo entre immédiatement en combat, et elle tranche Fish net. Pendant ce temps, Noman explique que c'est ce qu'est la réincarnation. En utilisant la branche de la réincarnation, on peut récupérer les talents de ses vies antérieures. Ceux qui ont atteint la réincarnation sont appelés les revenants. Quant aux pétales, ils prouvent que l'on a récupéré son talent de sa vie antérieure. Même les héros les plus emblématiques et les génies inégalés sont humains. Ils doivent éventuellement périr, mais la mort apporte aussi une nouvelle vie. Cela signifie que les talents des plus grands personnages de l'histoire renaissent dans un cycle de réincarnation. La branche de la réincarnation ramène le talent de votre vie antérieure, mais elle ne fait pas de différence entre les talents. D'un côté, vous avez les grands, qui sont les héros de l'histoire dont le talent a contribué à l'amélioration de l'humanité. De l'autre côté, il y a des gens comme Fish. Ce sont les criminels, les donneurs de mort, et les dictateurs de ce monde, ceux dont les talents ont nui à l'humanité. Ces personnes sont appelées des pécheurs, et elles sont réincarnées de la même manière. Noman prévient qu'il y a toujours une chance que la vie d'une personne prenne fin simplement après avoir utilisé la branche sans ressusciter aucun talent. Cela étant dit, Noman se demande si Touya va le faire. Il n'a peut-être aucun talent, et il y a une chance qu'il finisse en pécheur. Noman dit qu'elle ne lui en voudrait pas d'hésiter, mais Touya se contente de sourire. Pendant ce temps, Fish provoque Edo en disant que ses compétences à l'épée manquent de quelque chose. Elle ne se laisse pas insulter, et elle invoque un autre talent. Fish n'est pas impressionné par sa lame, mais Edo révèle qu'elle en a beaucoup. Son attaque suivante le choque complètement, et elle élimine Fish. Edo dit à Noman que sa mission est accomplie, et elle est surprise de voir que Touya a disparu. Plusieurs pétales envahissent la zone, et nous voyons qu'ils viennent de Touya. Juste alors, nous voyons Touya enfant. Il essaie désespérément de rattraper quelqu'un nommé Seiya, mais il n'y arrive pas. Quand il se réveille, Edo explique qu'il est devenu un revenant sans encombre. Elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il faisait une sorte de cauchemar, alors Touya explique. Il révèle qu'il avait un frère aîné qui était bon en tout. Cela incluait les études, les arts martiaux, et même les beaux-arts. Les gens l'appelaient un prodige, et il a acquis la gloire et la fortune à un jeune âge. Tout le monde savait qu'il avait un avenir brillant, et c'était le contraire pour Touya. Son frère rapportait des médailles d'or pour diverses réussites, tandis que Touya ne rapportait rien. Touya était considéré comme une déception, et son père le traitait de gamin incompétent. Malheureusement, son frère est tombé malade et il est décédé. Pour aggraver les choses, ses parents ont blâmé Touya, et ils l'ont chassé de la maison. C'est pourquoi Touya a décidé de les humilier avec son propre talent. Il veut se venger de tous les crétins qui le méprisent comme une ordure. Cependant, plus que tout, Touya veut se prouver à lui-même qu'il est capable de quelque chose. Ensuite,
Edo emmène Touya rencontrer Noman. Elle explique que le reste de leur groupe est en mission pour éliminer les revenants maléfiques. Noman explique à nouveau que la branche de la réincarnation ne fait pas de différence entre les talents. Leur groupe n'a aucun problème avec les talents des grands qui bénéficient à l'humanité. Cependant, quand le talent réincarné appartient à des gens comme Fish qui nuisent à l'humanité, ils doivent être éradiqués. C'est l'une des responsabilités des revenants qui ont éveillé les talents d'un grand. Elle dit qu'un talent réincarné est semblable à un cadeau du ciel. Ce n'est pas quelque chose à exhiber, mais plutôt à utiliser pour l'amélioration de l'humanité. Cela étant dit, elle dit qu'elle fera équipe avec Touya et Edo pour une nouvelle mission. Leur cible est le pêcheur connu sous le nom de Vlad III. Cependant, leur objectif n'est pas simplement de l'éliminer. Noman est curieuse d'apprendre quelque chose, alors elle veut que Edo distrait l'ennemi et prolonge le combat le plus longtemps possible. Elle doit le faire durer, et elle ne pourra l'éliminer qu'après 10 minutes. Si cela dure plus longtemps que ça, la cible déchiffrera leur talent. Quant à Touya, Noman veut qu'il rassemble un maximum d'informations sur la cible et son environnement. L'opération commencera dans 2 jours car Noman veut faire quelque chose avant. Cette nuit-là, Touya voit une femme se faire voler. Noman prévient que l'éclairage est faible et la visibilité mauvaise, donc cela pourrait être dangereux. Touya s'en moque, et il est prêt à intervenir. Noman lui rappelle qu'il est encore nouveau dans cette histoire de réincarnation, donc il ne devrait pas être trop imprudent. Touya utilise la branche de la réincarnation et invoque son talent appelé le bras droit du voleur. Le braqueur passe devant lui, et Touya utilise son talent. Le voleur pense qu'il vient de s'échapper, et la fille se demande pourquoi Touya n'a rien fait. Touya lui dit de rester calme car il a réussi à récupérer toutes ses affaires. La fille est ingrate, cependant, car elle explique que c'était un sac de créateur. Le sac vaut plus cher que toutes ses affaires, alors elle poursuit le voleur. Pendant ce temps, Noman explique comment fonctionne le talent de Touya. Il a une portée de seulement 70 cm et aucune puissance offensive à proprement parler. Les conditions limitées de son talent le rendent très risqué à utiliser. Cependant, tant qu'il est à portée, Touya sera capable de défier les lois de la physique et de voler le contenu de n'importe quoi. Il s'avère que Touya a volé plus que le simple contenu du sac de la fille. Il a volé le sang du voleur pour provoquer un état d'anémie. Noman est très impressionné car Touya a su transformer le mal en quelque chose de bien. Cela prouve qu'il comprend l'idéal derrière le talent. Ce n'est pas le talent lui-même qui compte, mais la façon dont vous l'utilisez. Des jours plus tard, leur mission commence, et ils trouvent Vlad. Vlad ne perd pas de temps, et il attaque immédiatement Edo avec son talent. Il est capable de créer des pointes acérées depuis le sol, et Edo a du mal à toutes les repousser. Elle pense qu'elle est censée le retarder, mais elle ne peut même pas s'approcher de lui. Noman explique qu'elle analyse les données maintenant, donc Edo doit juste continuer à se concentrer sur la mission. Il est clair que Vlad savait qu'il venait, car il est très préparé. Si Edo ne fait pas attention, elle pourrait perdre la vie. Noman lui dit d'attendre le bon moment, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Edo fait remarquer que ces pointes peuvent venir de n'importe où, et elle ne pourra pas les esquiver éternellement. Vlad devient suspicieux et se demande pourquoi Edo ne passe pas à l'offensive. Juste à ce moment, Noman dit à Touya qu'il doit se dépêcher. Il y a quelque chose dans le talent d'escrime de Edo, et cela lui fait aimer un peu trop les batailles. Le combat devient intense, et elle est sûre de s'attirer des ennuis. Vlad envoie une autre attaque, mais Edo utilise ses capacités incroyables pour la repousser. Edo décide que jouer la défense n'est pas pour elle, alors il est temps d'attaquer. Noman essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Vlad bloque son attaque et révèle qu'il attendait ce moment. Il frappe directement, et cela envoie Edo voler. Noman déclare qu'ils ont échoué leur mission, et elle dit à Touya de battre en retraite. Touya, cependant, ne bouge pas, et il continue de regarder. Vlad se prépare à mettre fin à la vie de Edo, mais il est rapidement arrêté par Touya. Vlad est stupéfait car il avait un mur censé protéger son dos. Edo est émerveillée de voir le bras brillant, et elle réalise que c'était Touya. Touya explique que cela fait 10 minutes, alors il a pensé qu'il aiderait. Vlad s'effondre au sol, et Edo se demande si le combat est terminé. Vlad est toujours vivant, cependant, et il peut voir que Touya est un nouveau revenant. Il sent que Touya n'est pas encore habitué à son talent car il a manqué une occasion en or de gagner le combat. Il traite Touya d'idiot et dit qu'il mettra fin à leur de vie. Juste alors, une voix mystérieuse dit à Vlad de battre en retraite. Elle ordonne à Touya d'être prudent car elle mettra fin à sa vie s'il fait un geste. Elle dit à Vlad de battre en retraite à nouveau, et Vlad essaie d'expliquer qu'il était sur le point de terminer le combat. La voix se fâche et dit qu'elle ne se répétera pas. La voix dit à Touya qu'il ressemble beaucoup à quelqu'un, et ils partent. Leur mission est terminée, alors Noman leur dit de rentrer. Un peu plus tard, Vlad retrouve Touya et le traite de voleur. Touya éteint son téléphone pour que Noman n'entende pas, et Vlad exige qu'il rende quelque chose. Touya dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais Vlad n'y croit pas. Vlad lui dit d'arrêter de se moquer de lui car il sait que Touya est celui qui a volé son talent. Touya affiche un sourire mauvais, et il se demande si Vlad a parlé à quelqu'un de son talent disparu. Vlad dit qu'une telle disgrâce est trop honteuse pour même en parler, donc il n'en a parlé à personne.
C'est exactement ce que Touya voulait entendre, et il dit qu'il est temps que la vie de Vlad prenne fin. Touya utilise la branche de la réincarnation, mais cette fois son autre bras prend également une nouvelle forme. Il appelle cela le butin du voleur, et il utilise un talent volé à Vlad. Cela s'appelle l'empaleur suprême, et cela met fin à la vie de Vlad. Touya dit qu'il est reconnaissant, et il assure à Vlad qu'il utilisera son talent d'une manière dont il n'aurait jamais pu rêver. Touya déclare alors qu'il n'est pas intéressé à contribuer à l'humanité. Cela n'a rien à voir avec lui, surtout maintenant que tout talent qu'il désire est à sa portée. Touya désire le talent plus que tout, et il se moque royalement qu'il appartienne à un grand ou à un pêcheur. Il continuera à leur voler leurs talents encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une fois qu'il aura volé tous les talents qu'il désire, il deviendra la personne la plus talentueuse de l'histoire. D'abord, il pense qu'il pourra rattraper Seiya, mais ensuite il réalise qu'il pourra même le surpasser sans l'ombre d'un doute. Touya rit comme un fou car il a hâte de vivre ce moment. Celui qui rira le dernier ne sera ni les grands ni les pêcheurs. Ce sera lui. Le lendemain, quand Touya se réveille, Noman dit qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Touya est resté debout tard à étudier, ce qui ne semble plus nécessaire puisqu'il a déjà obtenu un talent. Touya pense à comment il était occupé à éliminer Vlad, mais, bien sûr, il ne veut pas que quiconque sache quel est son véritable pouvoir. Il change de sujet et se demande quel est l'ordre du jour. Comme toujours, ils procéderont à l'extermination des mauvais revenants. Noman l'envoie au gymnase, où elle réveille Eto. Eto a passé la nuit à s'entraîner, mais Noman considère cela aussi comme un gaspillage. Ils ont désormais des talents, et ces talents dépassent de loin tout ce qui peut être accompli par l'entraînement. Il est temps pour leur mission, alors Noman révèle que leur cible est un type nommé Gassi. Il s'habille comme un clown et attire ses victimes. Noman leur dit d'être vigilants car ils sont déjà entrés sur son territoire. Il y a des cordes partout, et Gassi apparaît avec sa première attaque. Eto se réincarne, et Gassi peut immédiatement dire qu'elle est une combattante au corps à corps. Gassi est sûr de pouvoir gagner tant qu'il garde ses distances. Il est vraiment confiant et dit que leurs vies se sont terminées à la seconde où ils sont entrés sur son terrain de chasse. Sa confiance s'évanouit rapidement alors qu'Eto fonce droit sur lui et met fin à ses jours. Noman la gronde cependant, car le plan était de donner à Touya une chance d'acquérir de l'expérience. Eto s'excuse, et Noman leur dit simplement de récupérer la branche de Gassi. À proximité, nous voyons que nos héros sont observés. Un groupe de soldats mystérieux ciblait Gassi, mais maintenant ils concentrent leur attention sur nos héros. Ils mènent une énorme enquête et sont déterminés à découvrir la vérité derrière les caches à pédales. Cette nuit-là, un type nommé Edouard court pour sauver sa vie alors qu'il est poursuivi par Eto. Des pommes tombent de nulle part, et Edouard est envoyé dans le sol. Il dit qu'ils devront faire mieux que cela, et il s'enfuit. Nous voyons qu'un type nommé Newton a essayé de l'arrêter, et son talent s'appelle le fruit de la gravité. Une fille nommée Einstein est avec lui, et son talent est la translocation spatiale. Elle se téléporte derrière Edouard puis téléporte son bras. Newton se demande pourquoi elle n'a pas simplement téléporté sa tête, alors elle explique qu'elle n'est pas une brute, ce sont les soldats qui mettent fin aux vies, donc elle laissera cela aux autres. Un autre type arrive avec un pistolet pour dire à Edouard que tout est fini. Edouard profite de cette occasion et arrache le visage et les yeux du type. Il dit qu'il sera un autre spécimen pour sa collection, mais le type se relève étonnamment et lui tire dessus. Le type complimente le talent exquis d'Edouard, mais il veut aussi montrer le sien. Il s'appelle Hiroshi, et son talent s'appelle soldat mort-vivant. Edouard tente de s'enfuir, mais il est arrêté par un énorme groupe de clones. Ce type s'appelle Drish, et son talent s'appelle le réplicateur. Eto rejoint le reste du groupe, et Edouard réalise qui ils sont. Ce sont ceux qui ont ciblé tous les revenants pêcheurs. Des rumeurs circulent à leur sujet, et on les appelle la forêt des grands. La vie d'Edouard a pris fin, et Noman félicite tout le monde pour le bon travail accompli. Ils ont terminé une autre mission et récupéré une autre branche de la réincarnation. Une fille nommée Nightingale demande si quelqu'un est blessé, et nous apprenons que son talent s'appelle l'ange de la guérison. Elle étreint Hiroshi, et il commence à guérir. Nightingale sait qu'Hiroshi est immortel, mais elle lui dit tout de même de ne pas en faire trop. Newton aimerait pouvoir recevoir le même traitement, et il regrette de ne pas s'être laissé blesser. Eto va ensuite parler à Touya et lui dit qu'il aurait dû se joindre à eux. Touya dit qu'il n'a pas pu parce qu'il était occupé à réparer la position et le câblage des moniteurs dans leur base. Eto est déçu parce que Touya a enfin mis la main sur le talent dont il rêvait, mais il le laisse gaspiller juste pour faire des corvées. Touya dit que ce n'est pas grave car il aime faire des tâches subalternes. Noman lui est reconnaissante de faire cela car ils n'ont pas beaucoup de personnes diligentes comme lui à la forêt. Il y a beaucoup de gens ici maintenant, mais ce n'est même pas leur effectif complet. Eto dit alors que tout le monde ici est comme Touya. Le ressentiment de soi les a poussés à chercher un talent. Ils voulaient changer et devenir quelque chose de spécial. Juste à ce moment, Einstein dit qu'elle est contre la présence de Touya ici. Elle dit aux autres d'arrêter de se leurrer car le talent de Touya ne vient pas d'un des grands. Pire encore, son talent vient d'un criminel. C'est mauvais, et elle dit que Touya n'est pas quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance.
Noman explique qu'il a peut-être ravivé le talent de sa vie antérieure, mais cela ne signifie pas qu'il devient la même personne. En plus de cela, son talent vient d'une personne qui était une figure de type Robin des Bois pour la société. Einstein n'est pas convaincu, surtout parce qu'il s'est enfui avec la branche la première fois qu'il l'a rencontré. Noman ne lui en tient pas rigueur car il a pris la meilleure décision possible dans la poursuite de ses objectifs. Eto brise la tension et dit qu'il devrait juste voir comment les choses évoluent pendant un moment. Eto croit en Touya, et elle lui accorde son soutien. Einstein finit par reculer et accepte d'attendre. Ensuite, Eto se demande pourquoi Touya n'est pas plus contrarié. Il a enduré beaucoup de difficultés pour obtenir son talent, et les autres l'ont simplement rejeté comme si ce n'était rien. Juste alors, Touya remarque que les lumières de sa maison sont allumées. Il est choqué quand il trouve un type nommé Itsuki à l'intérieur. Cela fait des siècles qu'ils ne se sont pas vus, et Itsuki a apporté des cadeaux à Touya. Il n'a pas trouvé de magazine LWD dans son appartement, alors il en a acheté pour Touya. Touya dit qu'il va juste les jeter, et Itsuki dit qu'il n'a toujours pas changé. Touya est toujours aussi sarcastique, et il a toujours des cernes sous les yeux. Touya explique à Eto qu'Itsuki excellait dans les arts martiaux, à tel point qu'on l'appelait un enfant prodige, tout comme son frère. Itsuki n'a pas laissé ses capacités se perdre, et maintenant il dirige une unité de force spéciale au sein de la JSDF. Après avoir rattrapé le temps perdu, Itsuki explique pourquoi il est là. Un petit oiseau lui a dit que Touya sèche les cours et ses activités extrascolaires. Itsuki est venu voir comment il allait, mais il réalise maintenant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Itsuki détermine que Touya s'est juste trouvé une petite amie. Touya essaie de clarifier les choses, mais Itsuki n'est pas convaincu. Il connaît Touya depuis toujours, et il peut dire qu'Eto est parfaite pour lui. Eto demande depuis combien de temps ils se connaissent, alors Itsuki lui montre une photo. Cela remonte à longtemps, et on y voit Itsuki et Touya avec le frère de Touya, nommé Seiya. Itsuki et Seiya étaient les meilleurs amis, donc ils considèrent Touya comme un petit frère. Itsuki ne peut s'empêcher de se souvenir comment Touya courait toujours après Seiya. Seiya n'a jamais ralenti pour lui, mais il ne l'a jamais laissé derrière non plus. Itsuki se demande ce que Seiya penserait du fait que Touya est une petite amie, mais il se souvient qu'il n'en aurait probablement pas eu cure. Seiya ne s'est jamais soucié des petites choses parce qu'il n'avait jamais le temps d'y prêter attention. Seiya était très demandé, mais Itsuki sait que c'est juste la vie de quelqu'un avec du talent. Touya prend cela comme une insulte, et il ressent le besoin de prouver sa valeur. Eto essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Avant qu'Itsuki ne parte, Touya utilise une branche de réincarnation, et il révèle qu'il a désormais un talent. Itsuki ne comprend pas ce qui est arrivé à son bras, et Touya révèle que c'est son nouveau pouvoir. Ça s'appelle le vol, et c'est parfait pour un type comme lui. Eto est choqué quand Itsuki n'est pas très surpris car il connaît déjà les talents. Les gens parlent beaucoup des talents qui se réincarnent d'une vie antérieure. Itsuki appelle cela pathétique, cependant, parce que Touya est tellement inutile dans sa vie actuelle qu'il a dû renoncer à son avenir et se fier au passé. Il appelle cela une blague, et il dit que Touya n'est qu'un perdant. Étonnamment, c'est Eto qui se fâche, et elle dit à Itsuki de retirer ses paroles. Itsuki ne recule pas, et il dit simplement que les perdants vont par paire. Eto est furieuse car elle souligne qu'il ne comprend pas les sacrifices qu'ils ont faits pour arriver si loin. Itsuki ne veut pas entendre leurs excuses, et il dit que les excuses sont pour les faibles. Cela met vraiment Eto en colère, et elle commence à l'attaquer. Itsuki est incroyablement compétent, cependant, et il la maîtrise facilement. Itsuki dit qu'elle a de la chance d'être la petite amie de Touya car il lui aurait brisé quelques os si ce n'était pas le cas. Avant de partir, Itsuki dit que Seiya doit se retourner dans sa tombe, devant regarder Touya devenir un tel perdant. Touya ne le nie pas, mais il ne regrette pas du tout sa décision. Il est convaincu qu'un jour il dépassera Seiya avec ce nouveau talent. Dehors, la force mystérieuse de tout à leur accueil son capitaine. Ils se demandent s'ils doivent procéder à leur opération, mais Itsuki l'annule. Un type nommé Yoshiki est déçu car leur cible aurait été des échantillons précieux. Itsuki lui dit de se taire car il a déjà un échantillon avec lequel travailler. Pendant ce temps, Eto est toujours sous le choc car elle n'a rien pu faire contre Itsuki. Il était incroyablement rapide, et il l'a maîtrisé comme un pro. Aucune personne normale ne pourrait faire cela, alors elle dit que ça doit être agréable de posséder tout ce talent naturel. Eto explique qu'avant d'obtenir son talent, elle n'était qu'une fille normale. Elle a été abandonnée bébé, et elle a grandi dans un orphelinat. Les autres enfants étaient très méchants avec elle, et le fait qu'elle ait les cheveux et les yeux de couleurs différentes n'arrangeait rien. Elle pleurait chaque nuit, et le personnel faisait semblant de ne pas remarquer. La haine dans son cœur ne cessait de grandir, et elle voulait leur faire payer à tous. C'est alors qu'un type lui a dit d'arrêter de pleurer, et il a promis de lui apprendre à trouver sa force de caractère. Il était le maître d'un dojo, et il l'a adopté. Sa famille était fondée sur la tradition, donc beaucoup de gens étaient contre le fait qu'il adopte une orpheline. Il a ignoré les objections de tout le monde et l'a tout de même prise chez lui. Il a appris à Eto à se battre, et il était impressionné par elle. Elle usait son épée à force de s'entraîner au point qu'il a dit qu'elle pourrait même le surpasser.
Il a fourni tant d'efforts pour lui enseigner, et cela l'a inspiré. Elle a juré de rendre sa gentillesse en devenant une grande épéiste. Eto ne voulait rien d'autre que de lui montrer qu'elle était devenue forte, grâce à lui. Malheureusement, il s'est avéré qu'elle n'avait aucun talent pour l'épée. Elle voulait le rendre fier, mais elle avait échoué. C'est alors qu'elle a entendu des rumeurs sur la branche de réincarnation. Elle a cherché partout, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Elle était convaincue qu'obtenir un talent résoudrait tous ses problèmes. Cependant, le talent qu'elle a reçu a facilement dominé l'homme qu'elle appelait son père. Elle n'a pas pu se retenir, et elle a fini par le blesser. Il a survécu, mais cela l'a rendu incapable de jamais tenir une épée à nouveau. Le dojo a été fermé, et Eto a été chassé pour avoir blessé son père. En fin de compte, elle a malencontreusement rendu sa gentillesse par de l'angoisse. Eto refuse d'abandonner, alors elle prévoit de continuer à s'améliorer pour pouvoir rouvrir le dojo de son père. C'est pourquoi elle doit devenir une revenante complète dès que possible. Ailleurs, Itsuki pense à comment Tuya a mal grandi. Seiya est décédé, ne laissant à Itsuki que le soin de nettoyer ses dégâts. Yoshiki s'en moque complètement, et il est même content. Tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours s'est exactement déroulé comme prophétisé. De retour avec nos héros, Noman est surprise d'apprendre que Tuya n'a pas remarqué quelque chose. Tout le monde à la forêt des grands, sauf Tuya et Eto, sont des revenants complets. Noman se demande s'il sait ce qu'ils ont tous en commun, mais Tuya ne voit rien d'autre que leur costume bizarre. Cela en fait partie, car Noman explique qu'ils ne ressemblent pas à des humains ordinaires. Elle révèle que, parce qu'ils sont complets, la réincarnation ne s'estompe jamais. En revanche, Eto et Tuya sont limités dans la durée des réincarnations. Après un certain temps, ils retrouvent leur forme régulière. Ces limitations disparaissent à mesure qu'ils utilisent la réincarnation. En signe de respect pour ceux qui sont devenus des revenants complets, on les appelle par leur nom passé. Eto s'en approche, donc certaines personnes ont déjà commencé à l'appeler Musashi. Eto jure de devenir une revenante complète dès que possible afin de pouvoir rendre visite à son père sans se cacher sous sa capuche. Plus tard cette nuit-là, Tuya s'assure qu'Eto a éteint son téléphone. Maintenant que Noman ne peut pas les entendre, il lui montre son pouvoir caché. Il révèle que son autre bras peut utiliser le talent qu'il a volé. Eto est heureuse pour lui car personne ne se plaindrait d'avoir un talent aussi puissant. Tuya, cependant, dit que cela n'est peut-être pas une raison de se réjouir. Dans sa quête d'un talent immense, il est sûr d'être capable de faire des choses terribles. Tuya est stupéfait, cependant, quand Eto sait déjà qu'il attaquerait même ses amis. Cela ne la surprend pas car ils sont entourés de personnes aux talents incroyables. Si elle était à sa place, elle ferait la même chose. Elle l'encourage, et elle dit que celui qui se fait voler son talent le mérite. Eto se demande ce qui ne va pas, et elle fait remarquer qu'il ne lui a pas montré son talent pour qu'elle l'arrête. Tuya explique qu'il le lui a montré parce que, parmi tous, elle méritait de le savoir. Eto dit qu'elle apprécie cela, mais cela la met aussi très en colère. Elle se transforme, et elle exige de savoir pourquoi il n'a pas essayé de lui voler son talent. Eto sait que leur amitié ne l'empêcherait pas de le voler, donc il ne peut y avoir qu'une seule autre raison. Elle détermine que son talent n'est tout simplement pas assez bon pour qu'il veuille le voler. Cela s'avère être une motivation supplémentaire pour elle, alors elle veut que Tuya lui promette quelque chose. Elle va entraîner ses compétences à l'épée à la perfection, et, quand elle le fera, elle veut que Tuya essaie de les lui voler. Eto dit qu'il ne pourra pas résister d'ici là, et Tuya fait la promesse. En attendant, il rassemblera une collection de talents qui pourront rivaliser avec les siens. Avec cette promesse, les deux attendent avec impatience le jour où ils s'affronteront. Ailleurs, Itsuki rencontre la personne qui a fait les prophéties. Comme il l'avait prophétisé, les retrouvailles d'Itsuki ne se sont pas bien passées. Itsuki lui dit de la fermer, mais l'homme dit à Itsuki de se souvenir de sa place en tant que prisonnier. Le gars dit qu'il s'est laissé capturer, et que ce n'était qu'une partie de sa prophétie. Itsuki déteste l'admettre, mais depuis qu'ils ont fait prisonnier ce type, les choses se sont passées exactement comme il l'avait dit. C'est même lui qui a révélé que les revenants utilisent un certain couteau comme déclencheur pour leur transformation. Le couteau reste pour eux une inconnue dangereuse car leur équipe d'analyse n'a même pas pu déterminer de quoi il est fait. Itsuki lui dit qu'il va révéler tout ce qu'il sait. Le type peut essayer de résister, mais il a des moyens de le faire parler. L'homme mystérieux, cependant, ne craint rien. Il sait tout sur leurs unités de force spéciales composées des meilleurs et des plus brillants. Leur seul but est d'éliminer les menaces nationales avant même que le public ne le sache. Itsuki est le membre le plus notable car il possède des compétences de combat qui rivalisent même avec les grands de l'histoire. Cela dit, le type souligne qu'Itsuki n'est qu'un simple humain. Son existence est insignifiante, et le gars dit qu'il va donner 2 prophéties de plus. La première est qu'il sera libéré sain et sauf. La seconde est que son roi amènera une résurgence des calamités d'antan. Le gars se libère, et il ne subit aucun dégât quand ils essaient de lui tirer dessus. Itsuki se déplace à une vitesse fulgurante, cependant, et il arrache le bras du gars. Il dit avec confiance qu'il a fait quelques dégâts, mais le gars révèle qu'il n'a rien fait du tout.
Tout le monde est choqué de voir qu'il a toujours son bras, et Itsuki décide de le laisser partir. Le gars félicite Itsuki d'être vraiment intelligent et dit que ça aurait été bien s'il était un revenant. S'il l'avait été, alors il aurait été accueilli dans les rangs. Itsuki n'a qu'une seule question, il aimerait savoir si son roi a formé une sorte d'alliance de revenants. Le gars révèle que certains revenants l'ont fait, mais pas eux. Ils sont simplement de fidèles serviteurs du roi des revenants. De retour avec notre héros, Newton explique quelque chose de terrible qui est arrivé. Ils étaient sur une mission d'extermination de routine quand un autre revenant les a attaqués. Le talent de cette personne est difficile à expliquer car c'était comme un brouillard noir. Eto est surprise car elle rappelle à Touya qu'ils ont déjà vu cela auparavant. Juste à ce moment, nous rencontrons une petite fille nommée Picasso. Elle dit à Touya de regarder son dessin, et il ressemble exactement au brouillard noir. Quelque chose à propos de tout cela semble clairement déranger Nohaman, mais elle dit que ce n'est rien. Soudain, ils entendent une voix étrange, et l'œil mystérieux apparaît sur tous les écrans. La voix étrange prend tout le monde au dépourvu car elle semble les connaître. Il dit que ça fait un moment qu'ils ne se sont pas vus, et il connaît même tout leur pouvoir. Il se demande si Picasso a continué ses dessins et si Einstein se cache toujours dans l'ombre des autres. Il dit que Nohaman est toujours aussi introverti, mais qu'elle a beaucoup de nouveaux amis. Malheureusement, dit-il, la forêt doit être détruite. Ils n'aiment pas ce qu'ils représentent parce que tout leur truc, c'est que ceux qui ont du talent ont l'obligation de contribuer à l'humanité. Aussi, ils disent que quiconque a un talent maléfique doit être exterminé. Ce gars déteste cette idée car il croit que le talent devrait être une chose de liberté. Son dernier message est qu'il les renverra tous dans le vortex de réincarnation d'où ils viennent. Après son départ, Nohaman dit que cela vient de tout confirmer. Ce gars mystérieux est celui qui est derrière toute l'activité des pêcheurs. Einstein est furieuse car elle n'arrive pas à croire que ce type soit toujours vivant. Einstein n'est pas facilement secoué, donc les nouveaux membres déterminent que cela doit être assez sérieux. Nohaman révèle que le nom du gars est Yang Yu, et il est connu comme le roi tyran. Il possède l'un des talents les plus puissants orientés combat parmi les revenants, et il était l'un des membres fondateurs de la Force des Grands. Nohaman continue de révéler que leur groupe a commencé avec seulement 5 membres. Einstein essaie de l'empêcher d'en parler, mais elle a déjà pris sa décision. Elle révèle qu'ils avaient autrefois un leader. Il ne parlait jamais de lui, mais il se souciait toujours des autres. C'était toute son idée que les personnes avec des talents contribuent à l'humanité. Il croyait que le talent reçu de la réincarnation était un cadeau du ciel, donc il devait être utilisé au service des autres. Malheureusement, ce leader a perdu la vie de la main de Yang. Yang vit pour le conflit, donc leurs idéaux étaient trop ennuyeux pour lui. Sa trahison est ce qui leur a rendu une chose parfaitement claire. La coexistence avec les revenants qui possèdent des talents maléfiques est impossible, et les éliminer est la meilleure chose qu'ils puissent faire pour le bien de l'humanité. Pour aggraver les choses, Yang recrute maintenant une armée de talents maléfiques. Leur but est de commettre un génocide et de déclencher des guerres. Fondamentalement, ils veulent recréer toutes les calamités historiques à la fois. Einstein ne peut pas contenir sa colère car elle pensait avoir éliminé Yang. Elle ne peut pas le laisser vivre, donc elle jure de mettre fin à sa vie à la prochaine occasion. Cela fait réaliser à Touya que ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient en tant qu'ennemis. Nohaman dit qu'il a raison car quand Yang a quitté la forêt pour la première fois, ils l'ont frappé avec une attaque surprise. Le combat s'est rapidement terminé car il pensait l'avoir éliminé. Einstein dit qu'elle le combattra seule si elle le doit, mais Newton dit qu'il ne peut pas permettre cela. Ils ne savent pas combien il en a déjà recruté, et ce serait imprudent de se précipiter seul. Einstein le fait taire car Yang doit être arrêté. Newton est d'accord avec elle, mais il veut juste qu'il le fasse en équipe. Il ne sait pas à quel point sa haine pour Yang est profonde, et il dit qu'il ne demandera pas de détails non plus. Au lieu de cela, il lui dit juste de regarder autour d'elle. Tout le monde ici a un talent tout comme elle, et ils peuvent gagner tant qu'ils se battent ensemble. Nohaman est d'accord et dit que c'est leur chance d'éliminer tous les pêcheurs une fois pour toutes. Ils mettront tout en jeu pour vaincre Yang et ses acolytes, alors elle dit à tout le monde de se préparer au combat. Un peu plus tard, Touya est émerveillé car Nohaman a pu localiser la cachette de Yang. C'est le château du roi tyran, et c'est là que lui et son armée de pêcheurs ont été tout ce temps. Juste à ce moment, ils sont accueillis par un gars nommé César. Il s'approche un peu trop au goût d'Eto, donc elle l'attaque. Eto se retrouve avec une lame contre son cou, et c'est parce que César a quelqu'un avec lui. Ils appellent cette fille Jubei, et elle est incroyablement habile avec l'épée. César se présente à Touya et déclare que maintenant qu'il est arrivé, leur victoire est pratiquement garantie. Il dit à Touya qu'après l'avoir vu se battre, il sera émerveillé. Touya se tourne alors pour voir un grand groupe de personnes, et il se demande qui ils sont. César révèle que ce sont des membres de la forêt du monde entier. Ce sera la plus grande bataille de l'histoire, alors Nohaman a rassemblé tout le monde de près et de loin. Bien sûr, c'est une vue incroyable de voir autant de talents historiques rassemblés en un seul endroit. Le gars qu'ils appellent Darwin dit que tout cela semble plutôt excessif. Les pêcheurs sont une espèce vouée à l'extinction, donc ils pourraient juste laisser la nature suivre son cours. Fischer est là aussi, et il est d'accord avec lui.
La réincarnation des frères Wright sont en fait des sœurs jumelles, et elles sont d'accord pour faire ce que leur sœur pense. Le chat nommé Schrödinger, cependant, a une opinion différente. Il pense qu'il ferait mieux de chasser Yang individuellement plutôt que de rassembler toutes leurs forces. Quant à notre héros, il ne pourrait pas demander meilleure situation. Les gens de l'extérieur ne semblent pas aimer beaucoup le travail d'équipe, et c'est parfait pour son plan secret. Tuya pense à quel point il se moque de savoir qui gagnera cette bataille. Son but est simplement de voler autant de talents que possible pendant tout le chaos. Noamant dit à tout le monde que s'ils insistent pour faire les choses à leur manière, alors elle ne les arrêtera pas. Ils peuvent attaquer comme ils veulent, mais ils doivent utiliser l'une des 3 routes. Hiroshi s'avance pour dire à Noamant qu'il capturera le fort de la Terre et avancera vers le château principal. Pour ce faire, il aimerait avoir Tuya dans son équipe. Tuya se demande seulement pourquoi, alors Hiroshi dit qu'il a piqué son intérêt. Cela pourrait ruiner le plan de Tuya, alors il essaie de trouver une excuse pour agir en solo. Tuya ne trouve rien, donc il doit accepter. Noamant lance alors l'opération appelée Nettouillage des pêcheurs. Ils affronteront plusieurs pêcheurs infâmes de l'histoire, donc ils doivent être constamment en alerte. La bataille est sur le point de commencer, et nous voyons qu'Eto a fait équipe avec Jubei. Elle dit qu'elle retrouvera Tuya au château, et elle garantit qu'elle sera beaucoup plus forte d'ici là. Elle sera assez forte pour que Tuya ne puisse pas résister à l'envie de lui voler quelque chose. L'opération commence, et les filles franchissent la porte principale. Noamant dit aux Wright que c'est leur tour, alors elles utilisent leur capacité. Elles fabriquent une sorte de satellite dans le ciel, et cela donne plus de puissance à la capacité de Noamant. À proximité, Hiroshi se demande si Tuya est inquiet pour Eto. Il dit qu'il est évident qu'ils forment un couple car leurs yeux sont toujours l'un sur l'autre. Tuya est pris au dépourvu car Hiroshi a toujours donné l'impression qu'il ne se souciait de personne. Hiroshi explique qu'il n'est tout simplement pas le meilleur pour exprimer ses sentiments. Tuya dit qu'il n'y a rien entre lui et Eto, mais il a vu comment Hiroshi était avec Nightingale. Il semble très proche, alors il se demande si Hiroshi sort avec elle. Juste à ce moment, Tuya s'arrête car il se souvient que se rapprocher des gens ne mène qu'à des attachements. Il ne veut pas hésiter quand le moment viendra de trahir quelqu'un, donc il ne peut pas s'approcher d'eux. Tuya se rappelle alors de rester concentré sur le vol et la fin de vie. Juste à ce moment, Tuya est attaqué par une bête géante, et Hiroshi doit le sauver. Ce n'est que le début car nous voyons que les autres ont également rencontré l'ennemi. Celui qui attaque notre héros s'appelle Desolvo, l'étrangleur. Il y a aussi Chikatilo le rouge écorcheur, Wild Billy Cock, Ezo le tueur d'hommes, et Jinger le César mondial. Noamant est impressionné car ce sont tous des pêcheurs infâmes. Nightingale se demande s'il devrait envoyer un signal, mais Noamant dit que ce ne sera pas nécessaire. Dans les bois, Schrödinger est largement en infériorité numérique, et il finit par se faire tirer dessus. Il n'est toujours pas impressionné car il s'attendait à combattre quelqu'un avec un talent intéressant. Malheureusement, il n'a eu que ce gars qui est seulement rapide au dégainage. Bill ne dit pas un seul mot, et il tire le chat dans la tête. Bill souhaite qu'il ait eu plus de défis, mais il est choqué quand il se retourne et découvre que tous ces hommes ont été éliminés par Schrödinger. Schrödinger explique qu'il est vrai que Bill lui a tiré dessus et a mis fin à sa vie. Cependant, dans un monde alternatif, il y avait un autre Schrödinger qui n'a pas été touché par la balle et a survécu. Schrödinger explique simplement qu'il a choisi cette version de lui-même. Bill n'a aucune idée de quoi il parle, alors il tire simplement. Schrödinger reste indemne, et cela ne fait que confondre Bill davantage. Schrödinger admet qu'il n'est pas très bon pour tirer, mais cela n'a pas d'importance. Il se demande si Bill sait pourquoi, mais bien sûr que non. Schrödinger révèle qu'aussi petite que soit la probabilité de le toucher, il peut librement choisir une version de Bill qui subit un coup fatal de son arme. Schrödinger tire un seul coup, et la vie de Bill s'achève. À proximité, Chikatilo attaque Darwin. Darwin se déplace à une vitesse folle et révèle sa capacité appelée théorie de l'évolution. Elle est extrêmement surpuissante car elle lui permet d'évoluer comme il le souhaite. Il déclare que seuls ceux qui peuvent évoluer survivront dans ce monde. Ailleurs, Fischer termine son combat contre Jinger, et il remercie ses chevaliers et sa reine. Quant à Eto, elle est frustrée car Jubei n'arrête pas de lui voler les adversaires les plus forts. Elle souhaite que Jubei court sans but de la même manière que César. César essaie de les empêcher de se disputer, mais elle passe à autre chose. De retour avec notre héros, Hiroshi doit l'aider à esquiver les attaques. Celui-ci est une brute absolue, et il est obsédé par l'étranglement. Tuya détermine qu'il doit faire quelque chose, mais Hiroshi lui dit de ne pas utiliser son talent. Leur clé de la victoire sera de courir partout pour gagner du temps. Il utilise ensuite ses compétences de soldat pour éliminer certains des sbires, et il dit qu'ils ne peuvent pas rester au même endroit. Ils vont être encerclés, alors il dit à Tuya de courir partout et d'attirer leur attention. Juste à ce moment, c'est Hiroshi qui est attaqué, et Tuya doit le sauver. Tuya se prépare à se réincarner, mais il s'arrête quand Desolvo est vaincu. Il s'avère qu'ils avaient un troisième coéquipier nommé Fabre. Tuya n'a aucune idée à qui Hiroshi parle, et il ne voit ce Fabre nulle part. Hiroshi révèle que le talent de Fabre est la furtivité.
Il peut disparaître complètement à l'œil, à l'oreille et même au nez. Il n'a pas été visible une seule fois, mais il a été avec eux tout du long. Quant à son attaque, il manie une seringue remplie de pesticides. Elle est si puissante qu'aucun être vivant ne pourrait espérer survivre. Comme Hiroshi est immortel, il sert de diversion dans la bataille. Ensuite, l'indétectable Fabre mène une attaque furtive. Hiroshi dit que cela fait de lui l'équipe parfaite, mais il est surpris quand il voit que Touya est dans son propre monde. Touya est excité car c'est exactement ce dont il a besoin. S'il vole la capacité de Fabre, il pourrait devenir complètement invisible. Alors il pourra utiliser son bras droit pour voler n'importe quel talent qu'il veut sans que personne ne le sache. Cela ne sera pas facile à voler, cependant, alors Touya essaie de trouver un moyen de localiser Fabre. Juste à ce moment, Hiroshi est contacté par Nohaman. Il dit que les choses se passent bien car Touya n'est pas au courant qu'il le surveille. Il s'avère que Nohaman lui a dit de surveiller Touya car elle soupçonne qu'il pourrait être un espion. Elle n'est pas encore sûre, mais Touya éteint régulièrement son téléphone. Il semble aussi trop intéressé par les talents des autres membres. Hiroshi ne peut pas le nier, mais Touya risque aussi sa vie pour le sauver. Le talent d'Hiroshi est l'immortalité, donc personne ne prend jamais la peine de le protéger. Il est en quelque sorte un bouclier humain, donc Touya est la seule personne à l'avoir jamais aidé. Nohaman n'est pas dupe, cependant, car elle soupçonne que Touya pourrait jouer un rôle pour les gagner. Il n'y a aucun moyen de le dire avec certitude, alors elle dit à Hiroshi d'être prudent. Ailleurs, un sniper dit qu'il vengera ses camarades. Il tire sur les sœurs Wright, mais il est choqué quand ça ne touche pas. Cela aurait dû être impossible car il a chronométré le tir parfaitement avec l'horloge. Il tire à nouveau, et cette fois il touche leur aile. Elles informent Nohaman, et elle leur dit de ne pas s'inquiéter. Elles peuvent rester exactement où elles sont car Eya la mort blanche les couvre. Eya a un fusil de sniper massif, et l'autre sniper la voit. Il n'en croit pas ses yeux car la mort blanche est une sniper légendaire. Il essaie de tirer à nouveau sur les filles, mais nous voyons que Eya arrête sa balle avec la sienne. Eya dit à Nohaman où se trouve l'autre sniper, alors Nohaman dit qu'elle analysera la zone pour découvrir quel est son talent. Eya déclare que ce ne sera pas nécessaire, et elle tire un coup. Le sniper s'inquiète car il réalise que son flash de bouche pourrait trahir sa position. Ce serait insensé, cependant, car il faudrait une acuité visuelle et une concentration extrême pour le voir d'aussi loin. Il se calme et se rappelle que personne ne peut battre sa capacité de tir de précision. Il se prépare à tirer sur Eya cette fois, mais il se retrouve bientôt dans un endroit étrange. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe, et il se demande si c'est la capacité de Eya. Les tirs de Eya ne font que l'effleurer, alors il réalise qu'elle joue simplement avec lui. Ce gars est partant pour un duel de sniper, donc il utilise aussi sa capacité. Son tir manque, cependant, et Eya déclare que leur combat est terminé. Yang arrive, et le sniper s'excuse auprès de son roi. Il n'a pas pu faire payer les attaquants, alors il dit qu'il est une honte. Yang lui dit de ne pas s'inquiéter pour cela, et il se demande simplement si le sniper s'est amusé. Le sniper dit qu'il a passé le meilleur moment de sa vie, alors il remercie Yang. Pendant ce temps, Nohaman dit à Schrödinger de rentrer car il est temps de se regrouper. Schrödinger, cependant, dit qu'il y a largement le temps de se regrouper après avoir éliminé tous les nuisibles dans les parages. Quant aux sœurs Wright, elles disent que les choses sont vraiment ennuyeuses maintenant. Il ne reste presque plus d'ennemis, et la bataille était à sens unique. Elles déclarent que les pêcheurs ne sont qu'un tas de psychopathes ineptes et qu'ils n'ont jamais eu la moindre chance. Juste à ce moment, un tir sort de nulle part et détruit leur satellite. Le tir suivant les frappe toutes les deux au cou, et elles s'écrasent au sol. Leurs vies viennent de s'achever en un clin d'œil, et Nohaman est sous le choc. Yang est ravi, et il crédite quelqu'un nommé Plume Blanche de les avoir touchées toutes les deux à la fois. Yang déclare alors qu'il est enfin temps que le vrai plaisir commence. Il parle à ses 5 généraux tigres et leur dit de s'amuser. À proximité, Hiroshi est choqué car sa ligne avec Nohaman vient d'être coupée. Sans ordre, il devra prendre ses propres décisions. Juste à ce moment, il est attaqué, mais Touya le sauve à nouveau. Des pics sont sortis du sol pour arrêter les attaquants, et Hiroshi a déjà vu ça auparavant. Selon Nohaman, cette attaque appartient à l'un des pêcheurs. Hiroshi pointe son arme sur Touya et exige de savoir pourquoi il a un talent ennemi. Il se demande si Touya a été un espion tout ce temps, et il veut des réponses. Touya dit qu'il n'est pas un espion, mais la tension ne fait qu'augmenter. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.